Là, on a des vrais questionnements à avoir tous ensemble, et on arrive à la dernière question, c'est pour ça que j'ai questionné Guillaume. Alors, il y a où le problème? C'est quoi qui limite cet effet de changement d'échelle? Parce qu'on a des dispositifs exemplaires, mais qui restent, j'ose le nom, anecdotiques, qui restent dans des dimensions, on a cité des surfaces ici, c'est pas des surfaces massives, ça reste des surfaces intéressantes, mais c'est pas des surfaces massives. Alors, c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, les échelons supérieurs, pour reconnaître ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible ou pas? La profession agricole, on voit bien que c'est à la fois, encore une fois, un vrai problème et une solution, puisque c'est les agriculteurs aujourd'hui conventionnels qui sont visés par nos actions. Donc, il est où le problème? Comment on peut dépasser ces freins structurels? Est-ce qu'on doit les dépasser? Est-ce qu'on doit rester dans des actions purement locales ou est-ce qu'il y a encore l'ambition de porter une politique nationale? Peut-être on peut commencer par les freins. Les freins, pourquoi aujourd'hui, malgré les moyens qui sont mis sur la table, malgré notre combat au sein de notre réseau, l'engagement sur certains territoires de certains élus, pourquoi aujourd'hui on est encore à 4, seulement 4,5% de la SAU, alors que le législateur nous avait dit 20% en 2020. Et les freins, ils sont liés, à mon sens, en tout cas, à notre sens, essentiellement, vous disiez tout à l'heure, à cet environnement de la prescription, vous savez tous, de la puissance du lobby pétrochimique international, un premier point. Et puis, si on veut gratter un petit peu, c'est de comprendre pourquoi sociologiquement ça va encore plus vite, encore plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours comme après-guerre, c'est-à-dire il y a quand même 50 ans, nos raisonnements, notre programme de développement national agricole est développé et bâti sur des raisonnements d'il y a 50 ans. C'est-à-dire, vers le monde, vers la France, l'exportation, mais aussi la subsistance de notre pays. Or, la subsistance de mémoire, depuis 72-73, elle est atteinte. On aurait pu réorienter le plateau, comme vous aviez dit Arpisani, il n'y a plus de gouvernail. Et pourquoi? Parce que moi je pense qu'on est dans le culte, toujours, l'hégémonie de la performance, de la maîtrise de l'homme, la maîtrise de la nature par l'humanité, le culte de la technologie. On le voit bien chez nos jeunes. Les conversions qu'on veut amener à un jeune à l'installation à la bio, c'est toujours très difficile parce qu'il est fasciné par le matériel, parce que plus le pulvérisateur est grand, plus le tracteur est gros, et plus il a envie de ça. Parce qu'il a été formé à ça au sein de nos lycées. Alors, Nino peut nous en parler, mais il y a certainement des choses dans l'éducation de base à changer, dans notre culture, de culture de la compétition, de la toute-puissance. Aujourd'hui, on ne vit que sous ça. En dehors du champ agricole, on est bien sous l'égide, sous le culte de l'entretien, de la performance. Il n'y a que ça qui compte dans nos sociétés occidentales. Et ça, faut qu'on en sorte, parce qu'on va tuer l'humanité. Et puis, il y a peut-être d'autres données culturelles, religieuses, on va pas rentrer en profondeur, voire, je pense à dire, parfois psychanalytique. On parlait de toute puissance de tout à l'heure, mais c'est vrai que celui qui a plus de tracteur. Mais non, mais c'est amusant, mais ça ne me fait pas tellement rire, parce que du coup, on reste toujours sous les mêmes raisonnements, et il faut qu'on évalue. Alors après, ça, ce sont des constats culturels, sociologiques. Mais pour en venir sur le champ politique, je suis convaincu que bien sûr la prescription, alors on sait comment ça fonctionne, la culture, ce sont les coopératives, les techniciens de code, ils disent voilà, il faut utiliser tel programme, le système bancaire qui fait comme il est fait, le système de comptabilité, des organismes de gestion qui disent voilà, il faut aller vers telle performance, et parfois l'ensemble de la profession d'école qui dit voilà, il faut aller vers telle performance technique, en oubliant parfois de moins en moins, il faut le dire quand même, la qualité de vie. Mais un autre prescripteur qui, à notre sens, est complètement essentiel, c'est bien le politique. Et lorsque des personnalités de dimension nationale diront demain il faut diriger l'agriculture française vers le développement de l'agriculture biologique parce qu'elle protège l'eau, parce qu'elle protège et préserve les écosystèmes, parce qu'elle anticipe sur des enjeux de santé publique de demain, parce qu'elle permettra d'éduquer nos enfants autrement. Voilà, sur tous les champs,
de la société, le projet agrobiologique peut avoir ses effets. Donc nous sommes persuadés, encore une fois, que le champ politique n'est pas à abandonner, contrairement à ce qu'on entend trop souvent sur les médias. Il n'y a plus que l'économie qui gère. Où il me semble que dans un pays démocratique comme le nôtre, si le politique et le sens commun n'a plus de valeur, alors moi je suis désespéré, mais je suis encore convaincu qu'en démocratie, en République, on doit pouvoir orienter les politiques. Donc oui, les politiques publiques peuvent influer sur la dimension du développement de l'agrobiologie. Raoul, vous restez convaincu que les politiques publiques peuvent changer la donne, changer les choses? Bon. Effectivement, on peut toujours dire que les choses avancent. Si je prends l'histoire des opérations de requalification, de reconquête de l'eau, qu'on a appelé chez nous les orques, on est passé de 1 en 2005. Aujourd'hui, au niveau du territoire de l'agence de l'eau Arco-Picardie, on est passé à 30. Il en reste pas moins que sur les problèmes purement environnementaux, on n'a pas progressé au rythme qu'on l'aurait souhaité, ça me paraît évident. Alors, vous savez, la population quand même, beaucoup n'ont pas dans la tête ce que c'est que le grand cycle de l'eau. Écoutez, faites des réunions pour aller demander aux gens, mais quand vous ouvrez votre robinet, l'eau, elle vient de où? De quel endroit? Il y en a combien qui savent que l'eau de Paris, elle vient des dizaines et dizaines de kilomètres, et chez moi, de Dunkerque aux portes de Lille, il n'y a pas de nappe phréatique, il n'y a pas de cours d'eau. Donc, vous demandez aux gens de Bailleul et l'élite bourgeoise de la ville, alors et l'eau? Il pleut, on doit avoir de l'eau. Voilà. Non mais, donc, il faut bien voir la somme de méconnaissance, et même de l'élite politique ou autre, sur le grand cycle de l'eau. Donc il y a un effort d'information, de pédagogie dans ce domaine. Ensuite, ça suppose que les opérateurs publics ou privés de l'eau s'intéressent à ce qui se passe à l'amont. Parce que pendant des décennies, les distributeurs d'eau, ce n'était pas leur problème. D'ailleurs, il y avait une séparation entre le distributeur et celui qui allait puiser l'eau à tel ou tel endroit. Et je prends le cas de la côte urbaine de Lille, ce sont les groupes privés qui sont propriétaires des champs captants. Alors comment voulez-vous qu'ensuite, au niveau de la distribution sur la côte urbaine de Lille, ils puissent avoir une liberté de choix quand le forage il appartient à celui qui va ensuite distribuer et donner l'eau à la population. Donc là, il y a aussi, je dirais, une prise en compte de cette situation par les distributeurs. Ensuite, il faut qu'on se pose la question sur la façon dont on engage notre politique environnementale. Elle est quand même toujours très saucissonnée, où on s'adresse à chaque agriculteur. Ah, toi, tu veux bien faire un MAET? Ah, c'est bien. Donc, allez, on va te donner 4 000 €. Ok. Donc, il y a une carotte. Sauf que, même si j'en ai 60-70% sur le territoire du champ captant qui me disent oui, il en reste encore 30 ou 35% qui feront que le bilan environnemental, il ne sera pas ce que vous attendez qu'il soit. Et il faudra bien qu'un jour on puisse dire que s'il y a une majorité qualifiée sur un territoire donné, l'ensemble des agriculteurs sur le champ captant est obligé de rentrer dans l'agriculture bio. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je le vois sur les haies. Alors, on fait des grandes politiques, on aide les agriculteurs à tailler les haies, à les planter. Puis, un lundi matin, j'arrive dans un village, et puis c'est souvent d'ailleurs un agriculteur qui vient ou du pays d'à côté, ou d'une région voisine, et en un dimanche, il vous a foutu 10 km de haies en l'air, parce qu'il n'a pas l'histoire de la région, etc. Et vous n'avez plus de beaux yeux pour pleurer. Donc, il faudra bien que le législateur finisse par dire qu'au-delà d'un pourcentage, d'une majorité qualifiée, eh bien, c'est tout le territoire qui doit rentrer dans le moule. Et pour la protection du champ captant, eh bien, on doit y aller. Ça pose la question qu'on s'est posée au moment où j'ai été la plume, avec d'autres, enfin la plume principale qui a rédigé tout le chapitre sur la trame verte et bleue. La question nous a été posée, et on l'a posée, c'est est-ce qu'on est capable dans notre pays
de voter un texte qui dira qu'il y a des servitudes environnementales qui sont intangibles et que l'on doit respecter absolument. Hein? De la même façon que l'automobiliste, il n'a pas le droit de franchir la ligne continue, et bien sur un certain nombre de territoires, pour X raisons environnementales, en particulier la protection de l'eau, eh bien on fait de l'agriculture bio et rien d'autre. Et rien d'autre. C'est ça la réalité. Et jusqu'à maintenant, parce que je peux vous dire que moi je l'ai proposé, quand on a discuté pendant 2 ans de ce texte sur la trame verte et bleue, eh bien, il est passé à la trappe le texte sur la servitude environnementale. Alors que la Suisse l'a voté. La Suisse l'a mis en œuvre. Il y a bien d'autres pays qui l'ont voté. Et là, on est sur un point dur où il faut que les hommes politiques, effectivement, nos responsables, prennent leurs responsabilités et votent ce texte sur la servitude environnementale. Sinon, ben, je vois des zones humides continuer à disparaître allègrement, alors que on fait beaucoup de logorée verbale là-dessus, mais concrètement, sur le terrain, bien, nos zones humides, elles continuent quand même, malgré les textes et tout ce qu'on veut, de diminuer. Voilà, je pense qu'on n'a pas le droit d'être des fétistes. Alors, tout à l'heure, tu parles de la Chambre d'agriculture. Moi, je peux dire qu'avec les gars du Gab Nord, j'étais vice-président du Conseil général d'agriculture en 85, j'étais le premier à donner une subvention au Gab Nord, et je me souviens de la réaction de la Chambre d'agriculture du Nord, qui me vomissait parce que j'avais donné une subvention. Aujourd'hui, je remercie l'ancien président de la Chambre d'agriculture, fait aussi de l'agriculture bio. Bon, ça. Sauf que c'est vrai qu'il y a des dédoublements de la personnalité qui sont extraordinaires. Parce que sur le terrain, mais si c'est bien Paul, on y va, on va protéger les haies, on les met dans les PLU, etc., etc. Et puis quand ils sont à Lille ou à Paris, alors là, arrosent sur les politiques écologiques, et ils ont une attitude totalement différente. Alors, j'aime bien les voir sur le terrain, au moins là on s'entend bien, mais dès qu'on est sur des structures à un niveau plus élevé, le discours change complètement, surtout qu'on est à la veille des élections dans les chambres d'agriculture. Bon, mais les choses elles évoluent quand même positivement et on travaille mieux. Sauf que il y a bien des moments où il y a un taquet où on dit mais non, on n'avance pas assez vite, quoi. On ne peut pas rester comme ça, faire du surplace. Voilà. Merci beaucoup. Avec des accents gaulliens, mais qu'on ne peut pas. Alors, monsieur Lançon, je crois que la question maintenant est posée. Voie législative. On passe par la voie législative, on légifère. Ah ben, indéniablement. Parfaitement. Ah oui, c'est vrai. Absolument. C'est la voie démocratique, c'est la voie législative, c'est incontournable. Et c'est ce qui vient d'être dit par Paul et par nos collègues, j'y souscris pleinement. Alors, sur un registre particulier, j'insisterai, c'est l'évolution de l'enseignement agricole. Je l'ai déjà dit dans le groupe, et puis maintenant je le dis systématiquement, chaque jeune qui sort de l'école agricole doit être en capacité pleine et entière de s'installer soit en agriculture biologique en ayant appris l'agronomie, appris les méthodes spécifiques de l'agriculture biologique, ou de s'installer en agriculture conventionnelle. Il est intolérable que les jeunes s'installent professionnellement en n'ayant pas ces doubles compétences. Donc, il est impératif que la législation concernant l'enseignement évolue pour imposer cette double capacité, cette double compétence. Et c'est l'intérêt, je suis sûr, compte tenu de tous les agriculteurs qui sont conventionnels, qui sont passés en agriculture biologique et qui à 90-95% ne voudraient jamais revenir en arrière, tellement ils sont heureux d'avoir récupéré une certaine liberté de pratique, un sens dans leur profession, que c'est un service, c'est d'utilité publique et d'intérêt pour ces jeunes d'avoir cette compétence. Alors il y a cela, et puis d'autre part, sur le plan réglementaire, c'est vrai que les chambres d'agriculture sont encore
fortement liées à des traductions et puis éventuellement des pressions, des pressions financières, des pressions lobby. Et allons soutenir, par exemple, vous avez une représentante de l'INRA, je peux dire l'INRA, qui on s'est adressé pour venir compenser ce déficit de compétences avec des agriculteurs qui sont traditionnels et certains sont en bio, pour développer ce qui est appelé l'agriculture de conservation. C'est ça? Là, c'est l'ISARA qui travaille. C'est l'ISARA? Bon, alors excusez-moi, mais pour moi, vous n'avez pas participé, non? Si, mais nous, c'était un regard, on avait fait une étude, une enquête historique et sociologique sur l'histoire du dispositif. Ok. Bon, alors donc, de l'importance de s'adresser aux milieux scientifiques pour les libérer aussi et venir exprimer la recherche et la pratique d'autres agricultures sans pour autant être labellisé avec cette étiquette bio qui malheureusement chez certains donne des boutons. Bon, c'est bien triste. Alors, l'enseignement, bon, et d'autre part, il serait impératif, comme on ne peut pas tout mettre en même temps, la France entière en agriculture biologique demain, il y a une hiérarchisation. Et par rapport à l'eau, moi, il me semblerait très intéressant que sur tous les périmètres sensibles, et non seulement les périmètres de captage pour la qualité de l'eau, mais aussi pour les eaux superficielles, dans une logique de bassin, c'est-à-dire que partout où se constitue progressivement, et bien entendu c'est plutôt des zones de montagne, des zones plus accidentées, des zones qui sont plus en hauteur, en amont, il serait impératif que la loi oblige de protéger particulièrement et pour l'eau et pour la biodiversité ces zones. Il y a déjà des aides à la montagne, mais il serait à développer, à accompagner et à descendre un peu plus en aval pour protéger nos ressources et notre biodiversité. Je pense que je vous remercie. Donc, je vais dans ce sens. Alors, même question à Nostrat. Donc, effectivement, les freins, vous allez nous en parler, mais voilà, est-ce que finalement la responsabilité de l'État aujourd'hui, c'est légiférer, c'est-à-dire passer à une norme supérieure pour aider les collectivités à aller plus loin sur la protection de leurs ressources en eau? Bien, alors je ne sais pas si je vais faire un discours avec des accents bruniens, je n'ai pas vraiment physique, je vais plutôt essayer de répondre de manière un peu plus scolaire à la question qui m'a été posée concernant notamment les freins. D'abord, il y a plusieurs freins qu'il faut quand même identifier, c'est les injonctions totalement contradictoires que nous avons entre la politique agricole, notamment la politique de l'environnement et même la politique de santé publique. Donc on est quand même, alors que l'eau, par essence, est à la transversalité justement de ces différentes politiques, on a des directives, je ne dirais pas tant des directives, mais surtout des politiques mises en place avec, comme je disais, des injonctions qui sont en contradiction. Et donc c'est vrai que la politique de l'eau, il faut le dire, pour l'instant, ne sort pas vraiment gagnante de ce rapport de force. Alors, hier j'ai développé, alors, je ne sais pas si c'est l'effet du Pinot, enfin une vision peut-être qui a semblé un peu sombre à mes camarades de tablé. C'est vrai que je ne sais pas, peut-être, c'est peut-être pas mon grand âge, mais j'ai une vision en effet un peu sombre parce que du rapport de force actuel. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut être désarmé pour autant, parce que c'est pas notre futur, mais il faut, je pense d'ailleurs, avoir une forme de résistance pour le moment où le grand soir législatif arrivera. Mais c'est vrai que le rapport de force ne nous est pas favorable parce que nous on le voit d'ailleurs sur le terrain, on écoute beaucoup plus les lobbies agricoles quand même que les collectivités locales, parce que justement dans les freins identifiés, et ça je pense qu'il y a des choses qui peuvent être d'ailleurs des petits pas, mais qui peuvent être des petits pas annonciateurs de grandes mesures. Les collectivités territoriales sont vraiment les leviers d'action, avec leurs services, leurs opérateurs, mais elles ne sont absolument pas mises dans la boucle et dans les lieux de négociation et de concertation dès qu'il s'agit d'établir des politiques nationales et des outils nationaux. Ça me semble déjà une incongruité totale. On ne peut pas demander à la collectivité d'être l'acteur central, et d'ailleurs les dernières justement, législations
pose même la collectivité comme acteur. En plus, on a des réformes de décentralisation qui considèrent de plus en plus que nous sommes les uniques maintenant quasiment prescripteurs et en tout cas surtout contributeurs. En même temps, dans ces cas-là, ils nous donnent aussi la possibilité d'intervenir en amont et vraiment au niveau des négociations sur les outils et les politiques mises en place. Ça, je pense que ça devrait pouvoir être porté, pas seulement par vous, mais par nous, les politiques, et par les acteurs concernés. Après le marché mondial, là aussi je réponds au moyen de culture bio, le marché mondial n'était quand même pas tellement favorable. La spéculation sur les produits alimentaires, sur les céréales. Quand on est sur une région de grandes céréales et quand on voit le cours du blé, avant qu'on propose des compensations incitatives intéressantes pour l'agriculteur qui voudrait passer du conventionnel en bio, il va falloir que le cours baisse considérablement. Donc on a quand même des freins non négligeables. Après, ce que disait d'ailleurs, je pense à ce que disait Paul est très juste. On a aussi, moi j'ai souvent dit à des associations de consommateurs, vous devriez aussi vous mobiliser avec nous pour qu'on arrête d'avoir toujours de la bouffe low cost, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a un coût aussi de bien manger. Et que parfois, d'ailleurs, on peut avoir une alimentation saine sans d'ailleurs considérablement augmenter son budget. C'est juste qu'on mange autrement. Oui, il va falloir redécouvrir le goût et pas de la viande ou du minerai de cheval dans les produits surgelés. Bon, oui, ça c'est vrai que c'est en effet un changement de mentalité. Je me dis, c'est dans ma version sombre, je me dis qu'il faudrait vraiment des vraies grosses crises alimentaires ou des vraies crises de l'eau, parce qu'en réalité, pourquoi aussi l'eau est souvent le parent pauvre? Parce que nous, on le sait tous, hein. D'abord, il n'y a pas de grosse crise d'eau. L'eau coule au robinet, globalement, elle est potable quand même, dans certains endroits, mais il n'y a pas de crise. Il n'y a pas encore de gros problèmes, on va dire, en termes quantitatifs. Et en plus, tous les réseaux d'eau et d'assainissement, c'est des réseaux invisibles. Donc, un élu, de toute façon, il a bien inauguré une crèche. Enfin, de là à inaugurer un nouveau réseau d'assainissement qui ne se voit pas, c'est absolument pas, enthousiasmant pour les élus. Donc, je dis en plus que je suis une élue qui aime les égouts, mais ça, c'est aussi ça reste pas majoritaire. Donc, on a tous les éléments convergents qui en fait font que, oui, à part une crise forte, je pense qu'il y aura un temps encore long, pour une mobilisation au plus haut niveau. Néanmoins, que ça ne soit pas justement trop sombre, je pense qu'il faut activer les niveaux de résistance et d'expérimentation pour qu'on puisse quand même intervenir au niveau législatif, au niveau des politiques publiques. Donc, pour répondre à votre question, le rapport de force n'est pas tellement favorable, mais n'empêche, je pense qu'il finira par l'être, parce que je pense quand même qu'on aura des sujets de crise dans les années qui viennent plus durs qu'actuellement, et il faudra, et donc on sera prêt, dans ma vision quand même pas totalement noire, on sera prêt pour dire, ben voilà, en fait c'est ça qui marche. Donc c'est ça qui marche avec tel acteur. Il faudra en effet avoir le niveau législatif pour réellement passer à un seuil plus grand. Vous l'avez dit, c'est pas totalement anecdotique ce qu'on fait, mais c'est vrai que même si on est très fiers de faire 6% de surface en bio en 4 ans, c'est 6%. Voilà, c'est pas 20, et c'est pas sûr qu'on arrive aux 20% dans les quelques années qui viennent. Donc en effet, il faut le législatif, mais pour ça, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, et en effet, il faut jouer sur la question économique, sur la question écologique, et même sur la question sociale. Je pense aussi qu'il faut montrer, par exemple, l'agriculture biologique, eh bien, ce n'est pas le retour au temps ancien obscur, avec quasiment
c'est vrai qu'il faut se préparer au monde de demain en pensant déjà transition. Merci. Benoît, pour conclure rapidement, on passe la parole à la salle sur cette partie-là. Il y a une vision sombre ou une vision positive du futur? Les deux. Oui, je ne peux pas être. On est forcément partagé, je suis d'accord avec le strat. Elle ne peut pas être que sombre, mais il y a quand même des petits signes qui sont encourageants. Je voulais rebondir encore une fois sur l'intervention de M. Lançon et espérer qu'on arrive justement à un cadre réglementaire qui fasse que où il y a des enjeux stratégiques autour de l'eau, on passe tout en bio. Parce que nous, avec les activités littorales et que ce soit la baignade, l'ostréiculture, la conchyliculture en général, ou les activités primaires en mer, on peut décréter des demain que toute la région de Poitou-Charentes doit passer en bio, tout ce que les chambres d'agriculture veulent faire des animations sur la bio, ils peuvent se mettre au travail tout de suite s'ils veulent sauver leurs voisins paysans de la mer. Mais ça, c'était juste un petit clin d'œil. Voilà, c'est ça l'enjeu pour une région comme la nôtre, au-delà de l'eau potable qui a été au cœur de nos débats. C'est important pour nous de parler des autres acteurs économiques. Et je vous donne juste une donnée lycée. L'ostréiculture sur le bassin ostréicole de Charente-Maritime, c'est juste 5 fois plus d'économie que la maïsiculture, que les 800 000 tonnes de maïs qui sont débarquées à quelques centaines de mètres d'ici sur le port de la Valise. Et pour produire 500 000 tonnes de maïs en région Poitou-Charentes, il faut mobiliser 80 millions de mètres cubes d'eau. 80 millions de mètres cubes d'eau, quand la population totale de la région Poitou-Charentes en mobilise qu'un peu moins de 35 millions. Donc remettons les choses à l'endroit. Et ça m'amène à un cadre réglementaire qui est quand même la loi sur l'eau. Dans la loi sur l'eau, on a identifié des priorités. Priorité numéro 1, l'eau potable. Priorité numéro 2, équilibre des milieux. Priorité numéro 3, eau économique. Mettons déjà en ordre de marche ces 3 priorités-là avec leur hiérarchie. Aujourd'hui, la hiérarchie numéro 3, enfin la priorité numéro 3, pardon, piétine complètement les 2 autres. Piétine 2000 km de cours d'eau à sec en région Poitou-Charentes, à peu près depuis 10 ans. C'est juste incroyable. Et on mobilise, et je suis administrateur à l'agence de l'eau, du bureau de l'agence de l'eau à Haute-Garonne, on mobilise des crédits indécents, on peut parler d'indécence, c'est une injure à la misère, pour réparer les bêtises de ce genre de développement économique. Donc, effectivement, il faut un cadre réglementaire qui soit imaginé à l'échelon national, c'est-à-dire que, et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai du mal avec l'idée qu'il faut supprimer l'échelon national, tout simplement parce que quand je regarde chez mes voisins, qu'ils soient italiens ou espagnols, avec la même PAC, dans la même Europe, sur la même base, sur la même boîte à outils, pour faire un petit clin d'œil d'actualité, avec la même boîte à outils, ces gens-là ont réussi à développer une agriculture bio qui atteint 20% des surfaces agricoles. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas des latins, c'est des Espagnols et des Italiens. Alors qu'on imagine plutôt le développement de la bio en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe. Eh bien, eux, ils ont su, avec cette boîte à outils-là, développer une agriculture biologique. Donc c'est la preuve qu'à l'échelon national, dans la façon de décliner la PAC, on peut faire des avancées intéressantes. Toujours à l'échelon national, vous rappelez et faire le lien encore avec l'Europe, que des directives cadres européennes s'annoncent avec les évaluations. Dans une semaine exactement aujourd'hui, je serai un peu plus loin à l'Aquarium de La Rochelle pour présenter les travaux des Assises de la mer sous l'angle de la biodiversité, avec un objectif, une directive cadre en stratégie en milieu marin, qui annonce des ambitions et des objectifs excessivement intéressants, excessivement ambitieux, mais qu'on ne pourra pas atteindre si, dans le cadre de la DCE, on ne restaure pas une politique responsable de l'eau. Et encore une fois, le rôle de l'État devra jouer à plein, parce que dans la cohérence des politiques publiques, si on avait orienté la PAC, dont j'ai parlé tout à l'heure, vers des pratiques agricoles vertueuses, qui protègent la biodiversité, qui protègent les équilibres, qui protègent la santé des consommateurs, qui protègent le climat, parce qu'on n'en a pas parlé du dérèglement climatique, mais moi, il faudra qu'on m'explique comment ces agriculteurs qui font le constat qu'il pleut de moins en moins et qui veulent de plus en plus d'eau parce qu'il pleut de moins en moins, on parlait des incohérences et de la méconnaissance des cycles de l'eau, on l'a une belle quand même, il pleut de moins en moins, ils font le constat qu'ils vont avoir besoin de plus en plus d'eau et ça ne les interpelle pas. Et donc ils pensent qu'en stockant ça va suffire.
Et on se trompe en plus avec de l'argent public, c'est-à-dire qu'on va mobiliser 80% d'argent public pour continuer d'alimenter une fuite en avant et un modèle agricole qui, au-delà du fait qu'on n'aura pas réglé la question quantitative, va continuer de dégrader la qualité et mettre en péril les ostréiculteurs à l'estuaire, les pêcheurs à l'estuaire, l'eau potable et les eaux de baignade, puisque ça ne vous a pas échappé, on est aussi sur une zone touristique. Donc c'est de ces approches globales-là qu'on a besoin à l'échelon national. Et j'ai pas envie que l'État, si on imaginait, si on poursuivait ton scénario Julien, que l'État nous dise on transfère toutes ces compétences-là à d'autres échelons, et pourquoi pas aux régions, et qu'on transfère aussi les amendes qui nous sont données dans le cadre des condamnations par la Cour de justice européenne sur la directive cadre sur l'eau. Le forfait, c'est 40 millions d'euros, ça c'est le ticket d'entrée quand on est condamné, et après c'est des astreintes quotidiennes qu'il faudra supporter. Moi je laisse l'État supporter ces condamnations et les astreintes qui vont y être afférées, tout simplement parce que c'est l'État qui n'a pas su mettre en place la politique liée à la PAC pour avancer vers des modèles agricoles vertueux et nous permettre de s'affranchir de la directive des pénalités ou des condamnations dans le cadre de la directive 4 sur l'eau et demain la directive 4 sur les stratégies en milieu marin, parce que de toute façon, si on n'atteint pas les objectifs de la DCE, on n'atteindra pas ceux de la directive 4 sur les stratégies en milieu marin, c'est ce qu'on appelle des effets dominos. Et je veux conclure mon intervention parce que je crois que c'est là l'angle de l'attaque. Si on veut que demain les agriculteurs qui seront les acteurs du développement agricole soient des agriculteurs responsables, qui s'inscrivent dans ce que j'appelle moi le contrat moral avec la société, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent public, parce qu'ils mobilisent 70% de l'espace, parce qu'ils ont des comptes à rendre à la société qui supportent les coûts externalisés de l'agriculture. Je ne reviens pas sur les 54 milliards d'euros liés à la dépollution, liés aux pollutions agricoles. Si demain on veut que ces agriculteurs-là soient pertinents, il faut poser les bons postulats. Le postulat qui consiste à dire qu'il faudra produire plus demain pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050 et produire du blé en quantité au nord pour le déverser sur le sud, il faut déjà arrêter avec ça. Il faut arrêter de continuer à penser que le modèle agricole de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépend du pétrole, va pouvoir continuer à produire dans ces conditions-là, alors qu'il existe des ressources parfaitement gratuites et parfaitement inépuisables que l'agriculteur peut savoir mobiliser s'il maîtrise. Et M. Lançon a donné le mot-clé, et j'avais peur que personne ne le dise, l'agronomie. Pratiquons l'agronomie. Je ne parle pas d'agriculture bio, là je parle d'agronomie. Pratiquons l'agronomie et on saura produire demain et préserver la capacité de la terre avec un petit T, celle que nous les paysans on met dans nos mains, et la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous, à produire demain, pour tout le monde, une alimentation saine. Parce que nourrir tout le monde en les empoisonnant, je force le trait, mais on en est presque là, ça me pose quand même un petit problème. Et donc, le rôle, et là je reviens sur les compétences des régions, le rôle que doit jouer, et je remercie publiquement le draft qui est dans la salle, parce que la discussion est particulièrement constructive sur ce sujet-là, que doivent porter les collectivités territoriales et l'État sur l'enseignement agricole par exemple, est déterminant, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'utiliser l'enseignement agricole pour régler des épandeurs d'engrais, des pulvérisateurs, de pesticides. Ça, juste 15 jours à la fin de la formation, ça doit suffire. En continuant d'avancer sur la découverte et les pratiques de l'agronomie. Et comme le disait M. Lançon, moi j'espère que demain, les futurs professionnels d'agriculture qui sortiront des lycées agricoles seront tous en capacité de maîtriser l'agronomie, ou à minima, mais a fortiori s'ils pratiquent l'agronomie, de pratiquer l'agriculture biologique. Et qui peut le plus que le moins? C'est-à-dire que si demain, ils ont du mal avec ce concept-là, qui utilise un peu de substance de synthèse, s'il en existe encore dans 20 ans, que ça leur fasse le plus grand bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas d'ailleurs, ça leur fait pas le plus grand bien, parce qu'ils se sabordent et ils s'empoisonnent eux-mêmes, parce que les premières victimes de l'utilisation de ces produits, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Donc voilà les dimensions qu'on peut essayer d'imaginer, mais partons de bons postulats et préparons les futurs professionnels de l'agriculture à un véritable métier d'agriculteur, parce que aujourd'hui, on a plutôt affaire à des agriculteurs qui sont des apprentis chimistes. Merci.